C'est une visite d'État de 48 heures du président de la République du Burundi, président des exercices de l'Union africaine Évariste Ndayishimiye à Kinshasa, qui s'inscrit dans le cadre de la consolidation de l'excellence des relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et le Burundi. Une visite qui vise à renforcer la coordination politique et sécuritaire entre les deux pays. Tout a commencé à la Cité de l'Union africaine par le tête-à-tête de deux chefs d'État. Des questions liées à la relance des mécanismes de coopération bilatérale et à l'approfondissement de la concertation régionale autour des enjeux de paix, de sécurité, des retours des réfugiés, d'intégration économique et de développement dans la région des Grands Lacs, autant de priorités à évoquer au cours de leurs échanges. Les deux hauts dirigeants se sont ensuite joints à leurs délégations respectives pour la grande réunion bilatérale. En attendant le point de presse des deux chefs d'État prévu pour ce mardi 23 juin 2026, aucune déclaration n'a été faite à l'issue de la réunion bilatérale. Le Burundi demeure pour la République démocratique du Congo un partenaire privilégié avec lequel elle souhaite poursuivre une coopération franche tournée vers des résultats concrets au bénéfice des populations de deux pays. D'où la nécessité notamment de la relance de la commission mixte permanente de coopération. La dernière commission mixte s'est tenue à Kinshasa en août 2023. Elle avait permis d'identifier plusieurs axes prioritaires de coopération. Sur le plan sécuritaire, la stabilité de l'Est de la République démocratique du Congo constitue un enjeu national pour le pays, mais également un enjeu majeur de sécurité collective pour toute la région des Grands Lacs. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, Jacques Chabani, a effectué une visite d'inspection à l'entrepôt central de la police nationale congolaise. Cette mission de terrain avait pour objectif de vérifier la disponibilité, l'état et la qualité des équipements destinés aux forces de l'ordre avant leur distribution à travers le pays. Accueilli par les responsables de la hiérarchie policière, le patron de la sécurité intérieure a parcouru plusieurs espaces de stockage où sont conservés les matériels récemment acquis dans le cadre du programme gouvernemental de renforcement des capacités de la PNC. Cette visite lui a permis de s'assurer que les équipements répondent aux normes requises et que toutes les dispositions logistiques sont prises pour leur acheminement vers les différentes unités de police. Parmi les matériels inspectés figurent des tenues de service, des équipements de protection individuelle, ainsi que des dispositifs destinés au maintien et au rétablissement de l'ordre public. Ces équipements seront progressivement distribués aux policiers déployés dans les différentes provinces du pays afin d'améliorer leurs conditions de travail et leur efficacité sur le terrain. Selon le ministre de l'Intérieur, cette nouvelle dotation constitue une étape importante dans le processus de professionnalisation et de modernisation de la police nationale congolaise. Elle vise notamment à permettre aux agents de remplir leurs missions dans de meilleures conditions, tout en renforçant leurs capacités d'intervention face aux défis sécuritaires auxquels le pays est confronté. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de programmation de la police nationale congolaise pour la période 2026-2030. Adoptée par le gouvernement, cette feuille de route prévoit plusieurs réformes destinées à transformer en profondeur l'institution policière. Les objectifs poursuivis portent notamment sur la modernisation des infrastructures, l'amélioration des équipements, le renforcement de la formation des agents, l'accroissement des capacités opérationnelles et l'amélioration des conditions sociales et professionnelles des policiers. Il faut souligner qu'à travers cette démarche, les autorités congolaises réaffirment leur volonté de bâtir une police républicaine, moderne et efficace, capable de répondre aux attentes des citoyens en matière de sécurité et de protection des personnes et de leurs biens. Le gouvernement attend ainsi renforcer la présence de l'État sur l'ensemble du territoire national et consolider le climat de paix indispensable au développement du pays. La visite du vice-premier ministre Jacques Chabani témoigne l'engagement du pouvoir public à s'assurer
assurer un suivi rigoureux des renforcements engagés dans les secteurs de la sécurité, considérés comme l'un des piliers essentiels de la stabilité et de la gouvernance en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre chargé de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, continue à mener un vaste programme de réforme visant à assurer une sortie honorable et digne aux fonctionnaires seniors à la retraite en perspective d'un rajeunissement permanent. Après les vagues précédentes, plus de 1200 cadres supérieurs et agents ont été concernés et des milliers de nouveaux départs sont programmés pour remplacer les seniors tout en assurant un rajeunissement de l'administration. 2000 retraités sont partis lors de la précédente vague, 1028 en juin et 3000 autres sont programmés pour juillet 2026. Au terme de cette ordonnance, le traité a ordonné, à l'article 2 notamment, en ce qui vous concerne, sont mis à la retraite au grade des directeurs et promus à titre honorifique au grade de secrétaire général les hauts fonctionnaires dont les services, nom, poste, nom, prénom, matricule suivent. À l'agriculture, Madame Kiosé Zébine Christine, matricule 188-00. À l'inspection générale de la territoriale, M. Kabamba Yamoume Joseph, matricule 399-071. Et à l'administration de pêche et élevage, M. Kaembe Katalai Évariste, matricule 118-366K. Les intéressés admis selon le cas donc à l'émérita ou à l'honoraria sont chacun ce qui le concerne autorisés à porter avec incidence d'avantages pécuniaires spécifiques les titres honorifiques leur conférés par la présente ordonnance conformément à la loi portant statut des agents de carrière des services publics de l'État. Cette cérémonie de la mise en retraite s'est déroulée sous une forte émotion. Les agents concernés ont saisi l'opportunité pour exprimer leur reconnaissance à la nation et particulièrement au vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou. Émotion et salinga donc et salinga ba chef d'épaule. Na kanso yebinga lisusu na 2024 les tozaki na se ya nzete wana. Dans le bon Dieu atinda kinge pai na yo. Alobi maman Christine yo vandeta molai na kati ya désert oyo eza sans herbe kende na sans état ya mangie moko ezali kuna yo komona tata moko aza très hospitalier akoyamba yo akopangusa mpizoli na yo akomelisa yo mai ya malili mpe akotia yo na se ya parasoleil na ye nzambe wana atushaki motema na yo lobaki na nga tina okonore yo nakokisi 50 ans de service en 2024. Chef Normona, tant on a eu ordonnance ya directeur, nandimi ke nzambe oya tiaka yo na kati ya libuma mwasi pe lokola ngai a touché motema na yo pe otienga na place oyo ngai yo nazali veuve mama ya bana 8 papa nzambe wana ya veuve ya orphelin wana abaksela yo au santé. Les documents du cadre stratégique général de la réforme et modernisation de l'administration publique a été finalisé en 2015. Il s'y est de souligner que le rajeunissement de l'administration publique ne concerne pas seulement l'aspect du personnel, il concerne aussi l'aspect salarial et conditions de travail. Le ministre des Droits humains, Maître Samuel Bemba Kabouya, a procédé au lancement officiel de la présidence de la RDC de l'Alliance internationale de l'initiative pour la prévention de la violence sexuelle pour l'année 2026. Devant les acteurs de la société civile et les organisations de défense des droits des femmes, le ministre a rappelé les souffrances endurées par les femmes et de jeunes filles congolaises victimes de violences sexuelles liées aux conflits armés. Il a en outre salué les efforts du président Félix-Antoine Tshisekedi à travers le FONAREV ainsi que l'engagement de la première dame Denise Nyakiro Tshisekedi en faveur des survivantes. Le ministre a également présenté le principal priorité de la RDC durant sa présidence de la prévention de la violence sexuelle, notamment l'organisation d'activités internationales de plaidoyer, la promotion de la masculinité positive et la lutte contre la cyberviolence. L'activité de ce jour a pour objectif de contribuer
à la prévention et à la réponse aux violences sexuelles liées au conflit en général et à l'esclavage sexuel et à la protection des survivantes et des enfants nés des viols à travers la sensibilisation, le plaidoyer et la mobilisation des acteurs étatiques, communautaires et de la société civile à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination des violences sexuelles liées au conflit. Je ne saurais terminer ce propos sans rendre hommage à la distinguée Première Dame, championne mondiale de la prévention des violences sexuelles. La cérémonie a enfin été marquée par le lancement officiel de la campagne mondiale One Voice dédiée à la prévention des violences sexuelles. Les forces armées de la République démocratique du Congo condamnent avec la plus grande fermeté les déclarations mensongères, provocatrices et dangereuses tenues par les dirigeants de la coalition RDF-AFC-M23 lors de leur conférence de presse tenue à Goma le 18 juin 2026. Les forces armées de la République démocratique du Congo relèvent que ces déclarations s'inscrivent dans la continuité des campagnes de propagande et de désinformation régulièrement menées par la coalition RDF-AFC-M23 contre les institutions de la République. Cette stratégie vise à manipuler l'opinion publique, à discréditer les institutions de l'État, à détourner l'attention des responsabilités de cette coalition dans la guerre d'agression menée contre la République démocratique du Congo, ainsi que de graves violations du droit international humanitaire et des droits humains qui lui sont régulièrement imputés. Les forces armées de la République démocratique du Congo rejettent catégoriquement les accusations faisant état de prétendus massacres, exterminations ou persécutions dirigées contre une quelconque communauté congolaise. Ces allégations sont dénuées de tout fondement. Elles interviennent alors que plusieurs rapports des Nations Unies et d'organisations internationales de défense des droits humains ont documenté de graves violations imputées à la coalition RDF-AFC-M23, notamment des exécutions sommaires, des assassinats de civils, des enlèvements et des recrutements forcés, des violences sexuelles, des déplacements forcés des populations et d'autres violations graves du droit international humanitaire. Les forces armées de la République démocratique du Congo considèrent que ces accusations mensongères et cyniques visent à travestir la réalité des faits et à soustraire cette coalition à ses responsabilités. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent avec vigueur la tentative de la coalition RDF-AFC-M23 d'instrumentaliser les identités communautaires et les appartenances linguistiques afin de semer la division entre les Congolais. Cette campagne vise notamment à opposer artificiellement les populations congolaises vivant dans l'est du pays à leurs compatriotes des autres provinces de la République dans le but d'affaiblir la cohésion nationale et de servir les objectifs politiques et militaires de cette coalition. Les forces armées de la République démocratique du Congo rappellent qu'elles sont une armée nationale, républicaine et inclusive, composée de Congolaises et Congolais issus de toutes les provinces du pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo rappellent que les premières victimes de la guerre d'agression menée par la coalition RDF-AFC-M23 demeurent les populations congolaises vivant dans les provinces de l'Est du pays. Depuis plusieurs années, ces populations subissent les conséquences directes de l'insécurité, des déplacements forcés, des exactions et des violations des droits de l'homme liées aux activités de cette coalition et de ses alliés. Les souffrances qu'elles endurent ne peuvent être instrumentalisées pour servir une campagne de désinformation ou pour tenter de les opposer à leurs compatriotes des autres provinces de la République. C'est précisément pour assurer leur protection, garantir leur sécurité et préserver l'intégrité du territoire national que les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent leurs opérations conformément à leur mission constitutionnelle.
20 des 230 km de la route Kalamba-Mbouji sont complètement asphaltés et 20 autres à l'étape de la monocouche sont en attente de l'asphaltage. Voilà la principale information donnée au ministre John Banzalunda par le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, l'ingénieur Nico Nzaou, lors de l'accueil de la caravane des infrastructures ce mardi 23 juin. Les villages Matamba, Chamatengu, Chinyama, Chisenga, Kambundi et Kadiata sont désormais traversés par une route revêtue et le travail de revêtement devrait battre son plein en cette période de saison sèche, n'eût été le blocage à la douane de Matadi d'une importante quantité de bitume importé par Cisque SA depuis un peu plus de 6 mois, malgré l'exonération dont bénéficie ce projet. La plaidoirie de Nico Nzaou auprès du ministre des ITP. Au jour d'aujourd'hui, vous avez vu sur la route que nous avons arrêté les travaux d'asphaltage. Alors que c'est pendant la saison sèche que nous devons faire le maximum. Eh bien, nous ne le faisons pas. Pourquoi? Parce que les bitumes sont bloqués au port de Matadi. Ils sont bloqués à cause du dédouanement alors que c'est un projet qui est exonéré. Donc, je sollicite à son Excellence, Monsieur le ministre qui est ici, de pouvoir créer un couloir de manière à ce que tous les matériaux et matériels du programme sino-congolais soient traités en urgence, de manière à ce que nous puissions atteindre, n'est-ce pas, le but. Et notre but pour le moment, en ce qui concerne Kalamba-Mbouji, c'est de terminer les travaux en 2027, mais en 2026, c'est fait la moitié. Pour rappel, c'est à fin 2027 que ce projet devrait être complètement achevé et livré. Une chaude poignée de main, des sourires qui en disent long sur la cordialité des échanges. Cette atmosphère, dès les premiers instants, est celle de retrouvailles entre deux premières dames heureuses de se revoir. À son arrivée à la Fondation Lona, la première dame du Burundi, Angélique Ndayishimiye, est accueillie par la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero Tshisekedi, avant de découvrir les actions menées en faveur des personnes les plus vulnérables. La visite débute dans les différents locaux de la Fondation. Au fil du parcours, l'invité observe, échange et s'arrête devant une exposition mettant en valeur le travail des personnes vivant avec handicap. Sur les stands, les tenues, les pâtisseries et plusieurs autres réalisations. Le fruit du travail des 500 personnes vivant avec handicap, formées grâce à l'appui de la Fondation Lona, une démarche née de la campagne Pesa Muninga Sourire. À l'issue de cette activité, la première dame avait promis 500 bourses aux personnes vivant avec handicap. C'est donc dans la suite de cette promesse qu'une formation avait été organisée pour ces personnes vivant avec handicap. Ça a été fait à l'INPP et il s'était arrivé à la fin de la formation. Et donc là, nous étions juste au moment de la remise des kits d'autonomisation. Ils ont été nombreux, ils sont 500 au total à suivre la formation à Kinshasa, à Mbandaka, à Mbujimai ainsi qu'à Matadi. Et donc aujourd'hui, ce n'était que la première partie de ceux de Kinshasa. Des bénéficiaires qui n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude à la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, dont l'engagement leur ouvre aujourd'hui la voie vers une plus grande autonomie. Maman, bola mweleki misikana mayabisu po bakondi baleka ba mama baleka to monate mais maman Denise nzamba pambola yo mama opesi biso valeur moko yo eleki te to comme autonome talanga na yekolaki na ENPP batina na ajustage soudure yanga na zi matériel nanga yango lo to komi na valeur en tout cas nzambe abaxele belé pour na biso personne vivant avec handicap. Merci. La visite de la première dame du Burundi, Angélique Ndayishimiye, à la Fondation Lona est restée marquée par le partage, mais surtout par l'espoir de voir ces femmes et ces hommes transformer leurs compétences en véritable source d'autonomie grâce aux actions de la Fondation Lona, de la très distinguée première dame de la République démocratique du Congo. La drépanocytose, une maladie héréditaire qui fait beaucoup de victimes en Afrique suite à l'ignorance et l'absence de prise en charge appropriée. Une question qui a retenu l'attention du député national Antoine Tabala et l'a porté à l'Assemblée nationale pour enfin recevoir l'approbation de la majorité des élus du peuple. La proposition de loi sur la protection des drépanocytaires est adoptée à l'Assemblée nationale, mais l'on reconnaît également l'implication active de la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, pour sa lutte. J'ai rédigé un plaidoyer déposé à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, afin d'appuyer la politique nationale de lutte contre cette pathologie. Parmi les initiatives que je propose, l'on peut énumérer les suivantes.
l'intégration d'une mesure de sensibilisation à la drépanocytose dans le programme scolaire afin d'alerter nos enfants sur les conséquences de cette maladie. Le dépistage néonatal, la sensibilisation et le dépistage de masse et le développement d'un registre national de drépanocytaires. Le renforcement des capacités des centres existants et la mise en place d'un centre de coordination en vue de la prise en charge nationale de la drépanocytose. La mise en place d'une subvention de la prise en charge de drépanocytaires et pourquoi pas la réduction, voire la suppression des taxes d'importation douanières sur les produits pharmaceutiques indispensables à la prise en charge des drépanocytaires. L'organisation des états généraux sur la drépanocytose qui détermineront l'état de la maladie dans notre pays. La création d'un fonds mondial dédié à la recherche et la lutte. Ces initiatives n'ont pas pour prétention de résoudre toutes les problématiques autour de la drépanocytose, mais je pense qu'elles pourront au moins contribuer à bouger les lignes et pourquoi pas arrêter la progression incontrôlée de cette maladie. Vous êtes malade drépanocytaire. Je sais combien c'est difficile tous les jours. Vous êtes parent d'un drépanocytaire. Je comprends votre peine de voir un des vôtres souffrir atrocement sans que vous n'ayez la possibilité d'aider. Cette peine est encore accentuée parce que vous êtes à bout des ressources financières. Seulement, je vous rassure, tout n'est pas perdu. L'espoir d'un meilleur avenir est permis. Pour freiner la propagation de la drépanocytose en République démocratique du Congo, la proposition de loi prévoit les dépistages précoces dès la naissance, avant les mariages, l'accès gratuit des soins de santé de qualité ainsi que la protection des drépanocytaires en milieu scolaire, universitaire et professionnel. Après l'adoption de la proposition de loi et vote, il sera question de la promulgation par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sachez que la RDC est le troisième pays au monde le plus touché par la drépanocytose après l'Inde et le Nigeria. Le gouvernement congolais a opté pour la décentralisation de la correction des épreuves de l'examen d'État en République démocratique du Congo. Cette option a été levée pour permettre la correction et la publication rapide des résultats de ces épreuves certificatives. Tous ces résultats sont publiés, tous les finalistes du secondaire vont en disposer pour leurs inscriptions à l'université. Pour ce faire, les centres modernes de scannage ont été installés dans certaines grandes villes du pays, notamment Lubumbashi, capitale provinciale du Haut-Katanga. La ministre d'État en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté a inauguré lundi ces centres de scannage qui servent en même temps des centres de correction lors de son passage dans la capitale qui préfère pour le lancement officiel de l'examen d'État 2026. Pour sa part, l'inspecteur principal provincial du Haut-Katanga, Jean-Pierre Kokumbo, a fait part de l'importance de cette initiative. Le centre provincial de scannage de l'examen d'État dispose de plusieurs pièces, notamment une pièce de dépouillement, une pièce de scannage, une pièce de contrôle et une pièce de serveur et 2 bureaux de contrôle de Proved et l'IPP pour superviser toutes les opérations à distance. Et au deuxième niveau, c'est le bureau de l'IPP et la salle de réunion. Nous avons 5 scanners, nous avons un serveur et nous avons 20 ordinateurs ou 20 postes de contrôle. Le scanner est plus performant par rapport à l'année passée. Nos scanners multiplient les copies de 110 par seconde et le scanner fait 403 copies dans 3 minutes. Par ailleurs, le directeur de la province éducationnelle du Haut-Katanga 1, Joseph Mouinkeou, se veut rassurer sur la publication des résultats de ce week-end. Le plus important, ce n'est pas ce que vous voyez derrière nous, le rez-de-chaussée et ses 2 niveaux. C'est ce qui se fait à l'intérieur. C'est ce qui est plus important pour nous. Ce n'est pas la beauté de l'infrastructure, mais la qualité du travail qui se fera à l'intérieur, c'est ce qui compte pour nous. Et donc, sur ces plans-là, vous verrez que nous avons les troupes qui ont été mobilisées, formées, outillées comme il faut, afin de passer à l'échelle dans le traitement des copies d'examen d'État que nous allons recevoir tout à l'heure. Et notre objectif est que le jeudi, au plus tard dans la nuit du jeudi, qu'on puisse totalement finir
le scan des copies de la province, d'abord du Haut-Katanga 1, en attendant de recevoir les autres provinces éducationnelles. Et laisser la latitude à l'excellence au plus tard samedi de publier les résultats. Notons que d'autres centres de scannage de copies d'items ont été installés à Kisangani, Chikapa, Gemena et Butembo, outre les genres pilotes de Lubumbashi et Mbujumayi, marquant ainsi la décentralisation du Centre national de scannage de Kinshasa. Le dossier opposant le collège Saint-Joseph-Elikia à certains parents continue de susciter des réactions. Après la diffusion d'une interview mettant en cause les responsables de cet établissement, son recteur, l'abbé Dieudonné Kambilou, a décidé de faire entendre sa version des faits par les billets de Maître Willy Wenga, avocat de toutes les écoles conventionnées catholiques. Dans son intervention, Maître Willy Wenga a réfuté plusieurs affirmations relayées dans l'interview. Abordant l'aspect judiciaire du dossier, l'avocat a rappelé que l'affaire demeure pendante devant les tribunaux d'épée de Kinshasa-Gombe. Il a estimé que les commentaires publics formulés autour de cette procédure risqueraient d'influencer l'opinion avant que la justice ne se prononce. L'opinion devra savoir que ce qui a lieu au collège Saint-Joseph-Elikia n'a été qu'un incident entre enfants mineurs, tous moins de 13 ans, qui, entre eux, comme ça arrive dans beaucoup d'écoles, sont arrivés à ce qu'ils sont arrivés, ça qu'il y ait mort d'homme, ça qu'il y ait blessure. Et aujourd'hui, un dossier qui est scolaire, un dossier qui devait se traiter entre parents, entre l'école et les parents dans le cadre de la discipline, étant entendu que l'enquête scolaire continue, pour savoir dans ces groupes quel enfant a fait quoi, qui a porté la main sur l'autre, qui aurait blessé qui que ce soit parmi les enfants. C'est curieux que ça fait objet aujourd'hui d'un dossier en justice. Qu'est-ce qui nous reste encore si dans les écoles, pour chaque incident de discipline, chaque parent pouvait amener les enseignants devant la justice? Qu'est-ce qui reste encore dans l'éducation si à chaque instant que les enfants soient malentendus, le parent ou le parent contre les formateurs, les éducateurs doivent être en justice. Pire encore, lorsque le dossier est devant la justice, les avocats que nous sommes sont interdits de faire des commentaires sur les dossiers en cours. Il y a lieu que les avocats se rappellent de cette réglementation professionnelle qui leur interdit de commenter les procès dans le média au risque d'influencer. Bref, ce n'est pas devant le média que les avocats doivent plaider. Les avocats ne plaident pas devant le média. Les avocats ne se défendent pas devant le média. Si la justice est saisie d'une affaire, d'une cause, entre les parents et les écoles, par exemple, c'est un droit légitime, il n'est pas bon que les avocats consultés ou constitués en fassent une publicité comme si c'était une question politique. C'est voilà pourquoi le collège Elikia, son recteur, l'abbé Kambilo, désapprouve les images suivies dans la télévision et qui parlent du procès en cours. Les images suivies dans la télévision et qui caricaturent l'école, caricaturent les enseignants, caricaturent le chef d'établissement. Le père de l'élève qui a été violenté par ses collègues ayant usé d'un droit légitime de saisir la justice, ainsi que les avocats, mes confrères, qui l'accompagnent, n'ont qu'à laisser à la justice, au regard de faits qu'ils vont déposer devant celle-ci, de dire la vérité par rapport à ce qui a eu lieu entre parents et d'établir les responsabilités. Effectivement, là où la responsabilité, il faut l'établir, mais il ne faut pas pousser la justice à travers les médias à constater la vérité qui n'est pas vraie.
Maître Willy Wenga a par ailleurs soutenu qu'aucun élève n'a été exclu du collège Saint-Joseph Elikia à la suite de l'incident évoqué. Tous les élèves de la classe concernée, y compris celui au centre de la controverse, ont régulièrement pris part aux épreuves, a-t-il ajouté. Nous invitons tous les parents, à travers les écoles conventionnées catholiques, tous les parents, à travers les écoles en général, toutes les autorités à ouvrir l'œil et les bons, parce que si la loi a établi la responsabilité des instituteurs vis-à-vis des enfants, c'est parce qu'on sait que les enfants peuvent causer des dommages ou peuvent causer des dommages à autrui pendant qu'ils sont sous la garde des enseignants. Mais que cela arrive, ça ne doit pas créer une inimitié entre le parent et l'école, une inimitié entre les parents entre eux, une inimitié entre les élèves entre eux, et surtout que et les parents et les élèves et l'école doivent continuer les routes ensemble, celle de former les enfants, celle de laisser les enfants se former, et celle de laisser les enseignants continuer à former les enfants. Le collège Elikia, c'était une ancienne institution scolaire qui a formé plus d'un cadre, plus d'un haut cadre. Ce n'est pas un lieu de banditisme. Ce n'est pas un lieu où se cachent les bandits. Ce n'est pas un lieu où les formateurs sont des voyous ou sont des personnes distraites. Non. C'est un collège qui se respecte. Les responsables sont des prêtres qui se respectent. Et partant, il y a lieu de laisser les vilipender du fait d'un incident entre les enfants. À ce jour, contrairement à ce qui a été diffusé, aucun élève n'a été chassé du collège Elikia. Même celui qui est supposé avoir filmé et qui n'a pas été identifié n'a pas été chassé de l'école, renvoyé de l'école. Tous les élèves ont passé leur examen de Tenassos, qu'ils préparaient d'ailleurs. Même l'élève qui était supposé avoir été battu ou a fait objet de malentendus entre lui et ses amis, lui aussi, sur invitation de l'abbé recteur, a passé aussi son examen de Tenassos. Il est venu accompagné du père. Ici de noter que les dossiers restent désormais suspendus aux conclusions des instances compétentes.